Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez La Tête à l'envers, la série de podcasts Chronos, cabinet de conseil et de formation en management. Aujourd'hui, nous recevons Laurent Juguet, consultant Chronos à Nantes. Bonjour Laurent. Bonjour Adrien. Vous vous êtes récemment exprimé via des articles et un webinaire sur la question de la décision collective en management. La pratique de la décision dans les organisations est un sujet relativement ancien. Pourquoi y êtes-vous revenu en 2018 ? Vous avez raison Adrien, la pratique de la décision est une très ancienne préoccupation, mais elle reste un sujet clé pour les entreprises et le management. Alors ancienne car dès l'Antiquité, un philosophe comme Aristote a posé les prémices de la réflexion sur l'art du discernement, afin, disait-il, de s'engager aussi librement que possible dans l'action. La question de la liberté de choix et de la réflexion sur les conséquences de ces décisions a également été au cœur du propos de Machiavel dans son traité politique Le Prince, au début du XVIe siècle. Descartes ayant pour sa part posé les principes fondateurs de nos modèles de décision rationnelle dans son discours de la méthode au XVIIe siècle. Plus près de nous, dans les années 80, Herbert Simon a mis en évidence notre rationalité limitée qui nous permet de prendre des décisions tout juste satisfaisantes, non optimales donc, du fait de nos limites cognitives et de notre accès forcément limité à l'information. À la même période, Henri Mintzberg, pour sa part, pointait du doigt le caractère déstructuré et aléatoire de la décision managériale. D'accord, Laurent. Mais depuis les années 80, la science a considérablement progressé. Et les modèles d'aide à la décision et les algorithmes apportent des réponses très efficaces aux problématiques décisionnelles. En quoi les managers sont-ils encore concernés par ce sujet ? Pour vous répondre, Adrien, je vous mentionnerai simplement une étude de Paul Nutt, professeur à la Ohio State University, qui a examiné 376 décisions prises dans des entreprises et des services publics. Il en a conclu qu'une décision sur 3 aboutit à un échec. Cette proportion passant même à 1 sur 2 si l'on tient compte des décisions qui ont débouché sur des échecs partiels et des décisions annulées. Alors je vous laisse imaginer les enjeux et les impacts pour ces entreprises. 50% d'échecs, cela ne semble pas anodin. Oui, c'est donc un sujet clé et à plusieurs titres. Alors, d'une part, parce qu'en tant qu'être humain, nous prenons environ 10 000 décisions par jour. La majorité étant heureusement des décisions réflexes, c'est-à-dire sans véritable neurocomputation, mais certaines font appel à notre libre arbitre et à des processus beaucoup plus complexes, nécessitant la mobilisation de réelles compétences décisionnelles conscientes. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui pour des managers qui sont baignés dans des environnements de plus en plus volatiles et incertains, et qui doivent faire face à l'accélération et à la complexification des cycles de décision. Bon, en 2 mots, ils doivent décider plus souvent, mieux et surtout plus collectivement. D'ailleurs, de nombreuses études prospectives sur l'évolution du métier de manager placent régulièrement la résolution de problèmes complexes, le jugement et la décision dans le top 10 des compétences clés à développer. D'autre part, parce qu'aujourd'hui, les nouveaux modèles organisationnels et managériaux favorisent la subsidiarité, le partage de la décision, l'auto-organisation, et appellent donc une pratique éclairée et partagée de la décision pour permettre vraiment l'émergence de cette fameuse intelligence collective dans la co-responsabilité et le sens partagé. Enfin, notre expérience de l'accompagnement des équipes de direction nous montre régulièrement que l'art de la décision collective est subtil et nécessite de travailler vraiment ce fameux geste décisionnel pour lever les difficultés et créer plus de valeur. D'accord. Et par exemple, à quelles difficultés particulières pensez-vous ? Elles sont nombreuses, mais en prenant conscience, on peut les apprivoiser et en tout cas réduire leur influence. Alors je pense notamment à quelques biais de décision collective qui peuvent altérer la performance décisionnelle. Je vous citerai par exemple le biais de conformisme et de pensée groupale qui favorise la soumission à la pensée dominante, le consensus apparent, voire le consensus mou. L'effet de polarisation qui démontre régulièrement la tendance des groupes à prendre des décisions qui sont plus extrêmes que les opinions individuelles de leurs membres, par une sorte de mécanisme de surenchère collective. D'accord. L'effet de connaissance commune qui nous alerte sur la tendance du groupe à rejeter ou à ignorer des informations qui sont seulement détenues par quelques membres et qui pourtant pourraient être essentielles à la décision. Un biais bien connu, le biais d'autorité, qui nous fait potentiellement surévaluer l'opinion d'une personne que l'on considère comme faisant autorité sur un sujet.
et qui est souvent à l'origine de nombreuses catastrophes dans l'aéronautique civile notamment. Alors l'explosion de la navette Challenger en 86 est un des exemples fréquemment cités pour dénoncer l'influence néfaste de la hiérarchie, des règles, des normes dans les processus de décision collective. D'ailleurs, Oui, c'est la raison pour laquelle l'armée française met au cœur de son management la notion de hiérarchie restreinte impliquée, afin de limiter ce biais d'autorité. Au-delà de ces biais de décision, d'autres influenceurs viennent fréquemment parasiter la décision collective. Je pense à la différence de style de décision dans un collectif, notamment dans les modalités de traitement d'informations, de génération d'options et de choix. Par exemple, le modèle des types psychologiques met en évidence 4 styles de décision très différents qui peuvent être soit antagonistes, soit complémentaires, selon la qualité de leur intégration dans le processus collectif. Évidemment, les traditionnels jeux de pouvoir ou d'ego qui s'expriment pendant la décision collective à travers l'expression sous-jacente des peurs, des besoins, des désirs, des représentations des protagonistes et qui, il faut bien le reconnaître, prennent parfois en otage les processus de décision collective. Par ailleurs, la mauvaise intégration des émotions, émotions qui sont souvent sous-utilisées, alors que leur bonne utilisation est absolument essentielle au processus de décision, mais parfois mal canalisée et donnant lieu à des mécanismes de contagion émotionnelle. Et enfin, des modalités de prise de décision qui sont souvent insuffisamment définies en amont, et ce qui amène soit à surcollectiviser, soit à sous-collectiviser certains processus de décision, générant de l'inefficacité, de l'inertie, voire de l'appauvrissement du processus de décision. Alors vous le voyez, les écueils sont nombreux. D'ailleurs, Pierre Desproges nous interpellait en son temps sur ce sujet, en déclarant que lorsque les hommes sont réunis, leur intelligence ne s'additionne pas, mais elle se divise. je vois. Le constat que vous dressez semble alarmant. J'imagine qu'utiliser un processus complet pour chaque décision n'est pas une solution. Bien sûr que non, ce serait illusoire et contre-productif. Alors, comment limiter ces biais sans ralentir le processus de décision? Pour certaines décisions clés, je vous conseillerais 6 principes repères pour tout collectif souhaitant professionnaliser ses processus de décision. Le premier principe est le principe de finalité, qui consiste à clarifier et poser la problématique au bon niveau, puis à ramener en permanence le collectif vers la finalité et l'intention initiale. Alors, des outils comme l'échelle d'abstraction, le storyboard, ou la recherche créative de données, voire l'analyse des solutions déjà tentées par le collectif, peuvent vraiment nous aider à cette étape. Un deuxième principe est le principe de variété, qui vise à diversifier les modalités de résolution de problèmes et à limiter les mécanismes d'influence justement. Des processus comme le groupe nominal, basé sur un tour de table effectif, une pleine écoute, un non-jugement, ou une autre technique comme le point contre point, qui consiste à diviser les groupes de décision pour co-construire une décision enrichie par aller-retour successif, se montrent souvent très performants à cette étape. D'accord. Un troisième principe, le principe de contradiction, qui consiste à systématiser et à professionnaliser l'expression du dissensus, à travers la pleine expression des doutes ou des avis contraires. Le traditionnel avocat du diable, alors vraiment lorsqu'il est réalisé précisément et exhaustivement, ou le pré-mortem, qui est une forme d'autopsie de l'échec annoncé, peuvent nous aider à modéliser les divergences et les vents contraires pour mieux y répondre. Justement, auriez-vous un exemple pour illustrer ce principe? Alors oui, je peux vous citer l'exemple de l'implantation de Disney en Europe, par exemple, qui est un cas typique de non-application du principe de contradiction. Il y avait environ 200 endroits susceptibles d'accueillir ce parc, mais la préférence pour la France a été très rapidement établie. Les décideurs ont trop insisté sur les avantages que présentait l'Hexagone, notamment sa position centrale, le soutien financier du gouvernement français, et ont escamoté les aspects négatifs, comme les conditions atmosphériques qui étaient moyennes, une certaine aversion des Français pour la culture américaine. Résultat, lors de l'ouverture d'Euro Disney, les réactions d'hostilité ont été vives et n'ont jamais totalement disparu par la suite. De plus, les revenus du parc sont longtemps restés très médiocres, en tout cas insuffisamment élevés. Quatrième principe, le principe de délibération, alors si cher à Aristote, que vous pourrez favoriser avec des processus comme des grilles multicritères, la relecture des scénarios que Descartes proposait en son temps, ou les tours successifs d'expression des ressentis, des objections et des amendements qui sont au cœur d'une pratique qui s'appelle la décision par consentement. Le principe de subsidiarité, qui établit que toute responsabilité doit être assumée par le niveau directement confronté à la problématique à résoudre,
que vous pourrez clarifier avec des outils inspirés du Delegation Board, qui consiste simplement à valider les niveaux et les modalités de prise de décision collective en amont avec son équipe. Enfin, le principe de rétroaction, également appelé feedback, qui reste malheureusement sous-utilisé dans l'entreprise et qui permet pourtant d'ajuster les décisions à travers des boucles de retour d'expérience ou de rétrospective. Eh bien, seulement 10% des projets ou des décisions font l'objet de retours d'expérience, alors que ces retours d'expérience ont des impacts forts et démontrés sur la réduction des risques, sur les coûts de non-qualité ou sur l'efficacité des processus de toute nature. Cela finalement demande de s'approprier beaucoup d'étapes et d'outils. Oui, c'est certain. Que proposez-vous pour aider les managers et les collectifs à mieux décider? Et pour aider les managers et les collectifs à travailler ce geste, nous intervenons généralement à 3 niveaux. Nous formons les managers pour développer leurs compétences de facilitateurs de décision collective, en leur faisant pratiquer l'animation du processus de décision. Nous aidons également ces managers à prendre conscience de leur rapport à la décision par la découverte de leur style, de leurs mécanismes d'influence et leurs biais de décision récurrents. Et nous sommes enfin amenés à faciliter des processus de décision clés au sein des entreprises et des équipes de direction, selon l'actualité et les besoins de nos clients. D'ailleurs, pour paraphraser Albert Camus qui nous disait que la vie est la somme de tous nos choix, je vous dirais simplement que la vie d'un collectif est la somme de ses processus de décision. Alors, ça vaut la peine de s'y pencher un peu, non ? Merci beaucoup Laurent de nous avoir partagé votre expérience et tous ces éclairages à propos de la décision collective. Merci à vous Adrien. Je remercie également tous nos auditeurs et à très bientôt sur La Tête à l'envers. À bientôt. C'était La Tête à l'envers, écouter différemment, penser hors du cadre et agir autrement.